Bienvenue au podcast Main à la porte, un podcast dans lequel on reçoit des entrepreneurs qu'on est habitué de voir sur les réseaux sociaux, mais dont on ne connaît pas tant et si bien que ça les tenus aboutissants de comment ils se sont rendus entrepreneurs, leur enfance, leur parcours. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Rachel Séguin et Andrea Gomez, les deux fondatrices et copropriétaires de Omi Laboratoire. On va discuter de leur début en entrepreneuriat, les commencements de leur entreprise Omi, comment l'idée leur est venue. On va également parler de comment ils se sont retrouvés, comment ils se sont rencontrés et aussi également d'un point de vue un peu plus personnel de leur balance dans leur vie ainsi que leur réalité en tant que maman. Aujourd'hui, au podcast Main à la porte, on est vraiment excités parce qu'on reçoit Rachel et Andrea qui sont cofondatrices et copropriétaires de Omi, les produits dont tout le monde connaît, tout le monde a sûrement des produits Omi chez eux. Et vous avez gagné, j'allais dire des nombreux prix, mais à peu près tous les prix qu'on ne peut pas gagner, autant en entrepreneuriat par rapport à vous en tant qu'entrepreneur, mais aussi des prix pour vos produits qu'on peut gagner au Québec. Donc, on est super excités de vous recevoir. On va parler non seulement, évidemment, de vos entreprises, de comment vous avez fondé ça, le financement, parce que vous gérez quand même une entreprise en forte expansion, mais aussi le côté qui nous intéresse beaucoup, bien, c'est votre vie personnelle au travers de tout ça. Donc, Rachel, Andrea, bienvenue au podcast Main à la porte. Merci. Puis là, pour commencer, comme toute question, expliquez-nous le commencement de Omi. Oh my God, oui. Dans le fond, en fait, on était les deux étudiantes à l'Université Laval et on travaillait comme cosméticienne. Moi, j'ai toujours été passionnée de la cosmétique depuis mon jeune âge. Puis j'avais des problèmes d'acné et des rougeurs. Puis j'ai été suivie par un dermatologue. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vu qu'il y avait une opportunité parce que mon dermatologue m'avait dit, Andrea, tes problèmes des rougeurs et d'acné sont pas compatibles. Dans le fond, il y a soit un produit pour l'acné, soit un produit pour les rougeurs. Puis c'est là où je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. T'sais. Puis même en travaillant dans l'industrie, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gap et un besoin. Fait que c'est là que j'ai commencé à y penser, à réfléchir, travailler pour une entreprise dans laquelle je pouvais faire du sur-mesure. Puis à ce moment-là, mon rêve, c'était L'Oréal. Malheureusement, ou heureusement, en fait, ça n'a pas fonctionné. Puis c'est là que j'ai commencé à faire un DEC et une entreprise en 2016. Puis, dans le cadre de cette entreprise-là, je me suis rendu compte que je manquais totalement d'expertise en sciences. Je ne comprenais rien quand je parlais aux fournisseurs. Et j'ai commencé à faire du réseautage à l'Université Laval. Et il y avait une soirée des réseautages à la Faculté des sciences et génie, dans laquelle il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh my God, Andrea, tu as tellement le même projet qu'une fille en chimie qui vient de graduer. Elle s'appelle Rachel, puis il faut vraiment que tu la rencontres. » Fait que c'est dans ces contextes-là qu'on nous a mis en relation, puis ça a fait un coup de foudre entrepreneurial parce que Rachel, elle avait exactement un projet en personnalisation aussi. En fait, ce qui est drôle, c'est que moi, le désir de me lancer en affaires en cosmétique, ça a commencé vraiment, vraiment jeune. Je me rappelle, à 8 ans, je faisais du parfum avec les fleurs de ma voisine. Fait que, c'est comme une passion très forte pour moi. À 16 ans, j'ai fait mon premier site web de cosmétiques. J'avais comme créé une gamme de cosmétiques, si on veut. Puis je m'étais promis qu'un jour, j'aurais comme mon propre laboratoire. Moi, c'était vraiment ça m'animait. Wow. Puis j'ai été pendant 7 ans comme Andrea, cosméticienne le soir, la fin de semaine. Puis d'être sur le terrain, parler aux gens, mais c'est que tu réalises tellement c'est quoi les problèmes. Puis j'avais eu exactement le même constat qu'Andrea. Souvent, les gens ne sont pas 100% satisfaits de leurs produits parce qu'ils répondent juste à une partie de leurs conditions de peau. Donc, la personnalisation, mais ça permet de répondre à l'ensemble des besoins, mais aussi d'évoluer avec les gens parce qu'au Québec, on le sait, là, notre peau en été puis en hiver, c'est deux mondes. Donc, il n'y a pas de raison qu'on utilise toujours le même produit. Donc, la personnalisation, ça nous permettait d'aller plus loin. Puis, je voulais me lancer en affaires dans le domaine de la personnalisation, mais ça me paraissait comme une montagne. Et finalement, Andrea est comme arrivée au bon moment. Puis, on a lancé Omi Laboratoire ensemble. Mais c'est fou le match qui s'est produit entre vous deux. Puis tu sais, tu dis, c'est quelqu'un qui me dit, il faut que tu rencontres cette fille-là. Comme c'est quoi, c'est-tu un professeur qui était au courant de vos deux personnalités puis qui a fait le match? Ou... Dans le fond, c'est à la Faculté des sciences et d'administration à l'Université Laval. Il y avait des speed dating avec Egenius, qui est la Faculté des sciences et génie, la partie entrepreneuriale. Puis là, il essayait de mettre en relation des étudiants en admin et en sciences pour faire susciter l'entrepreneuriat. Puis, je me souviens, je m'étais inscrite à Ose Entreprendre parce que, justement, je voulais avoir des conseils. Et il y avait cette soirée-là, puis je me suis dit, mais ça va être ma première chance de faire du réseautage puis de parler de mon projet. Puis je m'étais fait une feuille, un one-pager avec qu'est-ce que je voulais faire de la personnalisation. Je me suis pointée là, puis il y avait à peu près 20 personnes
19 gars, une fille. C'était moi, la fille. Puis tous les gars, ils voulaient se partir en génie nucléaire, optique photonique. C'est ça, c'était pas le même domaine du tout. AI. OK. Puis moi, j'étais là avec les projets de cosmétiques. Fait que j'étais tellement déçue de cette soirée-là. Puis à la fin, je partais, puis j'y croyais même plus à mon projet. Ouais. Puis avant que je parte, il y a une dame qui est venue me voir puis elle m'a dit « Mais parle-moi de ton projet, tu sais quoi exactement? » Parce qu'elle a vu que j'étais totalement déboussolée là, puis que j'étais comme « Oh my God, jamais de la vie, ça marchera mon affaire. » Puis j'ai dit « Ah, mais regarde, tu sais, j'ai donné la feuille, puis j'ai dit « C'est ça que je veux faire, c'est de la cosmétique sur mesure. » Puis elle m'a dit « Oh my God, elle dit, il y a une fille qui vient de gagner une bourse à Egg Genius, qui est en chimie, elle vient de graduer, elle commence sa maîtrise en sciences pharmaceutiques. Il faut absolument que tu la rencontres. Elle s'appelle Rachel, puis elle a dit « Envoie-moi ton deck et moi, je vais te faire la mise en relation. » Puis le soir même, là, je suis arrivée chez nous, je mettais mon deck, j'ai fait un courriel. Puis le lendemain, elle me mettait en relation avec Rachel. Puis là, on avait une discussion. Puis on était comme les deux totalement excités par le fait de se rencontrer. C'est vraiment cool parce que dans le fond, c'était comme la première fois que toi, tu te dis « OK, je fais le first step pour lancer mon entreprise. Vraiment. » Puis dans le fond, tu as lancé une perche, puis ça a tout de suite tellement, là, pris à l'hameçon. Genre, pas avoir été à cette soirée-là, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Puis clairement, ça... Parce que c'est toute une question de complémentarité, je pense, en affaires, puis aussi d'avoir les bonnes personnes autour de toi. Fait que je pense que ça a totalement changé notre vie entrepreneuriale, puis ça m'a permis de le faire. Sinon, je pense que je serais restée travailler à Revenu Québec. Je sais pas ce que j'aurais fait, là. Puis dans ce temps-là, je travaillais encore pour une compagnie dans le domaine de l'ingrédient. Je développais de l'encapsulation pour des ingrédients cosmétiques. Puis c'est drôle parce que je partais à New York, je pense que c'est une semaine après, pour aller présenter nos nouveautés en termes d'ingrédients, etc. Puis là, ben, j'ai dit, Andrea, viens-tu avec moi? On va aller voir des fournisseurs, puis on va aller penser à notre concept. Ça a parti vite. Vraiment. Ouais, la semaine suivante, on dormait dans une chambre d'hôtel, dans un lit simple, les deux, à New York, parce qu'on n'avait pas d'argent. Mais c'était vraiment une belle expérience qui a comme tout lancé. Ben ça rapproche rapidement. Vraiment. Puis, tu parles de complémentarité. Vous avez des backgrounds, vos études, c'est complètement différent. Toi, plus administratif, puis toi, plus dans la chimie et tout ça. Comment c'est entre vous, personnellement, j'imagine ça s'est passé vite. Avez-vous développé une relation? Comment c'est pour vous travailler ensemble aujourd'hui? Oui, vraiment. Mais je pense que l'important, c'est d'avoir une vision commune puis des valeurs aussi qui sont communes parce qu'on dit souvent les valeurs, c'est tout le monde en parle puis c'est... Ouais. Mais non, je pense que c'est la base puis savoir où on s'en va et après, juste mettre nos forces en commun pour y arriver. C'est ça qui est le plus important. Puis avec le temps, on est devenus amis puis comme, tu sais, je pense que j'ai passé plus de temps dans les dernières années avec Rachel qu'avec mon conjoint, là, puis avec mes enfants. Fait que ça, c'est quand même important que tu aies une bonne relation puis que tu l'aimes, veux pas cette personne-là, que tu apprécies passer du temps avec elle. Fait que ça, on a été très chanceuses puis on a vécu des moments très difficiles aussi, surtout au début de notre entreprise, qui ont fait en sorte qu'on a compris un peu qui on était puis quelle est l'autre personne qui est devant toi. Fait que ça nous a vraiment rapprochés puis on a compris à fonctionner avec l'autre en cohésion, en collaboration. Là. C'est tellement important d'avoir une belle relation d'affaires. Puis une chose qui est une de nos forces, c'est qu'on n'aime vraiment pas les mêmes choses. Donc, souvent, le fait que une aime quelque chose, l'autre aime l'autre, fait que naturellement, les tâches se positionnaient facilement, puis les décisions se prenaient aussi plus facilement grâce à ça. Donc ça a été vraiment un bel avantage. Vous avez chacun vos carrés de sable, vous savez l'une par rapport à l'autre où est-ce que votre autonomie s'arrête. Puis, tu sais, il y a une différence entre faire des produits, puis, tu sais, être animé par la création, puis les ventes, puis tout ça. Mais là, vous êtes à la tête d'une entreprise qui connaît beaucoup de succès. Donc, votre day-to-day, j'imagine, Rachel, tu n'es plus dans le laboratoire à faire des trucs. Tu sais, c'est de gérer des équipes qui vous aident, qui vous supportent là-dedans. Est-ce que vous avez scindé l'entreprise en deux, que toi, Rachel, tu t'occupes plus du volet technicalité? Comment ça fonctionne entre vous deux? Ça a beaucoup évolué. Je pense qu'il y a eu toutes sortes de conformations d'entreprise. Aujourd'hui, évidemment, je suis plus en charge du produit, mais il y a eu un temps que je faisais le marketing. Le premier logo, je pense, c'était moi. Le site web aussi. Fait que, tu sais, comme quoi, ça change à un moment donné. Mais aujourd'hui, je me suis vraiment concentrée sur tout ce qui est l'innovation, le futur d'Omi, l'équipe plus produit. Puis on dit souvent... Avant, on n'avait même pas des rôles. Je pense qu'on a commencé à définir les rôles cette année. Parce qu'avant, on n'avait pas de description de tâches, Rachel et moi. Souvent, c'était naturel. Qui fait ça? Puis, tu sais, moi, je déteste faire qu'est-ce que Rach fait. Puis, je pense qu'elle haït qu'est-ce que moi, je fais. Parce tu fais quoi, toi, dans ton quotidien? C'est totalement différent. Moi, je m'occupe de... Dans le fond, souvent, je l'explique comme Rachel,
l'innovation à deux pattes. Là. Fait que quand je l'ai rencontrée, elle faisait pousser de la peau au laboratoire pour les grandes brûlées du Québec. Donc, l'expertise, c'est beaucoup du côté à Rachel. Fait que souvent, Rachel, elle va avoir des idées, elle va beaucoup être dans la créativité, dans l'innovation. Puis ensemble, on va piger dans les meilleures idées. Puis moi, je vais m'assurer un peu de les opérationnaliser. Donc, de trouver les ressources qui sont financières, humaines, matérielles. On a-tu besoin d'un laboratoire? OK, mais c'est quoi les projets? C'est quoi l'ampleur? C'est quoi l'argent? Donc, toute cette gestion-là, plus du quotidien, la gouvernance, conseil d'administration et autres. Donc, cette partie-là, c'est plus moi qui la gère. Puis quand vous êtes rencontrés, là, tu dis une semaine après, on était à New York, on rencontrait des fournisseurs. Ça a pris combien de temps lancer OMI ou vendre votre premier produit? Ça prend combien de temps à créer? Nos crèmes sur mesure, ça a pris environ 1 an et demi de développement avant de lancer les premières versions. Évidemment, ça a quand même évolué depuis le temps. On avait quand même commencé à aller sur le marché avec un concept plus de maquillage. Le but, c'était juste de rencontrer des gens. En fait, parce qu'on savait que ça coûterait très cher, la recherche-développement, pour développer nos produits. Puis on était comme, faut qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on parle avec les gens. Puis c'était une façon pour nous de valider notre concept de crème sur mesure. On avait tout le temps des petits pots de ce qu'on était en train de développer, qu'on présentait aux gens. Puis, fait qu'on voulait être rapidement sur le terrain et parler aux gens. Puis aujourd'hui, le maquillage, ça n'existe plus. C'était juste un prétexte pour nous pour aller rapidement sur le marché, générer des ventes pendant toute la période de recherche-développement initiale. Puis on devait aussi développer notre intelligence artificielle pour analyser la peau en ligne. Donc ça aussi, ça prenait quand même un certain temps de développement. Donc on a pu aussi faire des tests pendant cette période-là. Puis justement, parce que c'est des longues périodes de développement et tout ça, ça coûte cher à financer tout ça. Comment est-ce que vous avez fonctionné dans le début comme ça? Est-ce que vous êtes allé chercher des investisseurs? Ça a été quoi votre stratégie? Bien, en fait, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit, puis c'est qu'au début, on a lancé une première entreprise qui n'a pas du tout fonctionné en termes des valeurs et des visions parce qu'on s'était associé avec une troisième personne. Puis cette entreprise-là, en fait, c'était très minimum viable. On avait commencé à faire des produits aussi pour les corps, puis on avait investi tous nos sous personnels dans cette compagnie-là, puis finalement, on a tout perdu. Fait qu'on avait mis à peu près 15 000 $ chacune. Fait que quand on a parti OMI en 2018, le 23 janvier 2018, on venait de tout perdre, puis on avait 0 $ dans le compte de banque, on avait 2 voitures à 3 000 $, puis c'est tout. Puis on ne voulait pas impliquer nos parents là-dedans parce qu'on venait justement de tout perdre, puis moi, je n'avais pas envie que ma mère perde son condo ou peu importe. Fait qu'on s'est dit, mais c'est quoi la meilleure solution pour être capable d'aller chercher de l'argent? Fait qu'on a commencé à faire des pitchs. On a fait, je pense, des centaines et des centaines de pitchs pour vendre un peu notre idée, puis être capable d'avoir des bourses, puis des bourses de 100 $, des 200 $, on en a eu beaucoup. Puis cette année-là, des pitchs et des recherches-développement, on a amassé 147 000 $ en bourses et subventions. Puis ça nous a permis d'avoir des partenaires comme le Conseil national des recherches du Canada. Dans le cadre de la maîtrise à Rachel, on a développé des choses. On a développé aussi toute la partie des formulations à froid. Donc, l'expertise, on a commencé à la développer avec ces sous-là qui étaient gratuits, si on veut dire, mais qu'on les a travaillés. Là. C'est ça, parce que tu disais par centaines de dollars, je veux dire, c'est énormément Oui, on avait eu des bourses 100 $ aux entreprendre, 250 $. Ça en prend beaucoup pour se rendre jusqu'à presque 150 000. Il y en avait qui étaient plus grosses aussi. Les projets, il y avait des gros projets aussi, mais ça reste que c'est énormément de temps investi, mais pour nous, c'est la façon la plus sécuritaire qu'on pouvait faire pour lever de l'argent sans impliquer trop de personnes autour de nous. Puis ça, c'est quand même quelque chose que je pense que c'est important quand on se lance, c'est d'être très créatif financièrement. Donc, à chaque fois qu'on avait une bourse, disons 5 000 $, mais on allait voir les banques, puis on était comme, OK, j'ai 5 000, tu me prêtes 5 000, tu me donnes une carte de crédit de 5 000. Puis là, ça a fait en sorte qu'on a commencé à bâtir notre crédit. Puis ça nous a aidé aussi à avoir un certain montage financier qui nous donnait un fonds de roulement pour partir. Mais c'était pas évident, là. Des refus, on en a eu... je pense que j'ai rencontré toutes les banques possibles au Québec, puis tout le monde était comme, mais ça n'a pas de sens, les filles, comme, tu sais, vous voulez vraiment concurrencer L'Oréal? J'étais comme, oui, on va être capable de le faire. C'est hot. Puis j'ai écouté un masterclass, un de mes masterclass préférés. Est-ce que vous connaissez masterclass? Oui. OK, mais on adore bien masterclass au sein de l'entreprise. Puis il y en a un, c'est le CEO de Starbucks, qui a fait passer l'entreprise de 13 à 33 000 points de vente dans le monde. Puis lui, il dit qu'il a reçu 147 fois des refus des banques pour financer. Au début, leur projet, c'était de passer de 13 à 100 unités. Puis ils ont reçu 147 refus. Puis c'est à la 148e fois que ça a été accepté. Fait que toi, tu dis, on a eu tous les refus de la Terre. Puis tu sais,
si vous n'aviez pas persévéré et continué, Omi n'aurait jamais existé. Là. C'est fou de... Tu sais, du monde, des fois, qui ont des Faut y projets croire, puis là. ils m'ont dit C'est non, drôle parce tu sais. que. Mais c'est drôle parce qu'à un moment donné, il y avait comme plus d'options. Puis je me suis dit, ben, il va falloir que je trouve les personnes qui sont les plus influentes dans les banques pour être capable de vendre mon produit parce que c'est comme une Ça machine se à rend pas saucisses. sinon. Puis là, si tu t'embarques pas dans la machine à saucisses, mais tu n'as pas l'argent. Fait qu'il y avait un événement à Québec qui était les prix créateurs d'emploi. Puis j'ai vu que Guy Cormier, puis tous les directeurs, les grandes têtes des banques, Banque de là. Montréal, en tout cas, bref, ils étaient tous là. Puis j'ai dit, OK, les billets coûtent 130 $, mais Rachel, ça vaut la peine parce que je vais aller parler à ces gens-là, puis comme je vais m'assurer qu'on a un prêt. Puis c'est ça qui nous a mis en relation avec les bonnes personnes, puis qui a fait en sorte que ça a fait bouger un peu la machine à saucisses pour créer une opportunité pour nous. Ouais. C'est Grant Cardone, il dit « Your network is your net worth ». Ah, c'est débile. C'est Comment fait ça? que vous, c'est ça. vrai. Ben, non seulement, premièrement, pour créer Omi, la mise en relation de vous deux. Si tu n'étais pas allé à cette networking-là, tu n'aurais jamais rencontré Rachel. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis tu as parlé d'un échec. Moi, je n'étais vraiment pas au courant que vous aviez parti d'une première entreprise. Ça n'avait pas marché. C'était dans le domaine tu dis des produits pour la peau aussi. Puis pourquoi, selon toi, ça n'a pas marché? Si tu parles valeur, c'est peut-être pas bien défini, tout ça, mais comme concrètement, pourquoi ça, c'est un échec? Puis votre deuxième entreprise, gros succès. Bien, je pense que quand on a lancé cette compagnie-là, on était très naïfs, puis on n'avait jamais eu d'expérience non plus entrepreneuriale. Puis on pensait que tout le monde, on pense toujours que, en fait, Rachel et moi, on est des personnes assez naïves, puis on pense que tout le monde est gentil, puis que tout le monde va être capable de comme, y arriver. Puis on s'était associé avec justement une troisième personne, puis on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas. Il y a des gens qui, en fait, il y a une vision qui est importante à la base, puis nous, on voulait faire des produits qui étaient efficaces, qui allaient avoir de la recherche-développement, qui allaient démontrer des résultats après 28 jours. Puis c'est ça aussi qu'on voulait créer, puis ça prenait des investissements. Puis la troisième personne qui était avec nous voulait surtout avoir des produits qui étaient qui sentaient bon, qui étaient beaucoup dans l'expérience. Donc, déjà, à la base, dans tes états financiers, où tu vas mettre ton argent, ça ne va pas du tout au même endroit. Donc, ça fait ça en sorte qu'on était constamment en conflit. Chaque décision était un quasi impossible. problème. Fait que, juste choisir une couleur sur un pack, c'était un problème. Donc là, on n'arrivait plus à faire avancer la business. Donc, c'était vraiment... à un moment donné, c'était vraiment de prendre la décision de se concentrer sur notre vision puis d'accepter de perdre l'argent puis Votre le investissement. temps. Parce que ça paraît pas beaucoup, 15 000 $, mais je pense que À j'avais ce 20 moment-là. ans. Ouais, C'était c'est mes ça. petits sous que j'avais accumulés pendant des années. Fait que ça reste que pour nous, c'était beaucoup. Fait que d'avoir la maturité de faire « Hey, on va être capable, on va repartir avec nos visions ensemble, puis on va repartir à zéro ». Je pense que ça a été une excellente décision, puis ça nous a rendu tellement plus fortes de passer à travers cette étape-là où est-ce qu'on a beaucoup appris à se connaître. Puis ça n'a vraiment pas été facile parce que mon père, il est entrepreneur. Il avait des compagnies en informatique en Colombie. Puis lui, je me souviens, c'était le premier qui m'a dit « Andrea, fais lâcher jusqu'à la fin, là, comme tu lâches pas le morceau. » Puis, tu sais, les gens, ils vont surtout vouloir que tu te battes parce que tu as mis tellement d'énergie, tellement d'amour. Mais à un moment donné, c'est juste épuisant, puis c'est la santé mentale. Moi, je me souviens, j'étais quasiment en burn-out, puis je voulais plus être là, comme j'avais plus de plaisir. Puis c'est mon mentor qui m'avait dit, Andrea, en ce moment, comme ton argent, les 15 000 que vous avez mis chacune, là, c'est un peu l'école de la vie. Ouais. Vous avez appris, puis elle a dit, en ce moment, tu ne te concentres pas sur les choses qui apportent la valeur. Tu te fais juste être dans des conflits. Puis elle a dit, il faut que tu passes à d'autres choses. Puis cette conversation-là, elle a tout changé notre parcours. J'ai appelé Rachel les soirs même. On était au Second Cup à Quatre-Bourgeois. Je me souviens encore. Puis Normand, mon mentor, il m'a dit comme, là, c'est le temps, là, comme, arrête de me parler toujours de la même affaire. Ton argent n'est plus là. Fait que j'ai appelé Rachel. Vous le puis je dis, retrouverez pas en se concentrant sur ce que vous... Jamais. Fait que j'ai appelé Rachel. J'ai dit, oublie ça. Là, moi, je suis plus capable de continuer. Puis c'est là où on s'est dit, mais pourquoi on se lance pas ensemble, toi et moi? T'sais, on a tellement vécu des choses dans la dernière année. Puis on a appris l'une sur l'autre. On a des compétences qui sont complémentaires. On a fait des erreurs qu'on ne va pas refaire. Fait que partons ensemble. Puis c'est ça qui nous a donné un peu les coups de pied dans le derrière pour partir au mieux. T'sais, on paye pour apprendre, que ce soit payer un professeur ou payer de cette manière-là. Vu de même, Moi, c'est mon vrai. père dit toujours ça, on paye pour apprendre, puis vous l'avez Absolument. payé de cette manière-là. Puis je suis certaine aujourd'hui, votre 15 000 $, vous êtes allé chercher de toute façon en investissement, fait que c'est bon. Puis il y a une autre chose aussi que souvent on dit, là, fail fast. Fait que, justement, vous avez 100%. fait cette erreur-là quand c'était 15 000 $, c'était pas 150 000 non plus. Fait que, tu fais l'erreur, après ça, tu t'assures de ne pas la reproduire. Là. Puis
on a eu d'autres investissements aussi au niveau d'OMI. On vous a parlé tantôt du premier investissement qu'on a eu à travers les subventions, mais en 2022, début 2023, on a pu lever une levée de financement de 11 millions, une série A. Donc, ça nous a donné le vent dans les voiles. Depuis la pandémie, on avait vraiment vu une belle croissance de l'organisation. Puis notre fidélité client, elle est exceptionnelle chez OMI. C'est vraiment ça qui fait notre grande différenciation, c'est que la personnalisation, vu que ça fonctionne réellement, mais les gens rachètent les produits, sont beaucoup plus fidèles que la moyenne qu'on observe dans l'industrie. Quand on est venu pour aller chercher des investisseurs, on avait plein de gens qui voulaient investir chez nous parce que les stats étaient très impressionnantes. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment propulsé dans les 2 dernières années. C'est assez impressionnant parce que la réponse était rendue vraiment différente versus votre première expérience avec les investisseurs, que bon, ils étaient un peu frileux, mais là, avec justement, vous avez fait vos preuves, que ça leur a permis de peut-être plus vouloir embarquer dans le projet. Là. Puis cette ronde de financement-là de 11 millions, c'est ça qui vous a permis de... Je pense que vous avez déménagé à un moment donné, mais c'était avant ça. Ça vous a permis de faire quoi? T'sais? Dans le fond, mais il y a eu, dans le parcours d'OMI, oui, il y a eu l'argent, les 147 000 $ des bourses et subventions qu'on a eues pour la recherche-développement. Après ça, on a eu un ange. On a passé à l'émission Dans l'œil du dragon en 2019. Puis, on a eu des offres et tout, mais finalement, ça ne s'est pas conclu. Mais on a eu un partenaire quand même, un investisseur, un ange, qui a investi 50 000 $ pour 5 6 de la compagnie en 2019. Et ça nous a permis d'aller chercher, de faire un montage financier des 2 millions. Non dilutif. Donc, on a été, oui, il y avait l'Ange, mais il y avait aussi de la BDC, il y avait Desjardins, on a embarqué la Ville de Québec, Conseil national des recherches du Canada, puis on a monté un projet qui nous a permis de déménager. Donc, les déménagements, ça n'a pas été financé par les 11 millions. On était déjà en train de construire lorsqu'on a eu le financement. Puis les financements, en fait, c'est vraiment dédié à la croissance. Donc, c'est vraiment pour être capable d'acquérir de nouveaux clients. Parce que les modèles, en fait, il est fait en sorte qu'un client qui achète, mais il va revenir dans les 24 mois, il va revenir 4-5 fois acheter des produits. Donc, ça fait en sorte qu'on a quand même une rentabilité qui s'installe à partir du moment où le client revient. Donc, ça, c'était quand même intéressant pour nous. Mais le déménagement, il a été financé avec d'autres sous. Puis l'automatisation aussi de l'usine parce qu'on a automatisé une bonne partie de notre production. C'est tellement intéressant, on dirait. J'ai genre plein de questions qui se pareil pour moi. Tantôt, tu mentionnais le mentorat. J'ai l'impression, en tout cas, vous avez parlé aussi avoir parlé avec Lise Wattier et tout ça. J'ai l'impression que dans votre parcours, vous avez eu beaucoup de mentors. C'est quoi la place que ça a eu pour vous? Puis comment vous êtes allé chercher vos mentors? Sincèrement, là, je peux pas les compter, les nombres de mentors que j'ai. Je pense que c'est pas... Puis c'est pas tant des mentors, je pense que c'est des relations avec des gens qui t'inspirent puis qui ont démontré quand même qui ont fait des choses puis qui sont capables de te parler de leur expérience. Fait que moi, j'ai une mentor pour plus posture au niveau des femmes d'affaires. J'ai Louise Cordeau, qui est la présidente du Conseil du statut de la femme, qui m'aide avec cette partie-là, soit avec la négociation. Moi, j'avais un blocage parce que quand on arrivait avec des investisseurs puis qui ont tout l'argent, puis là, tu te dis « Oh my God, investir dans ma compagnie, tu sais, je le veux, l'argent. » Puis là, Louise, c'était comme « Non, non, Andrea, là, ta posture, tu es une femme d'affaires, puis eux, ils veulent autant que toi que ça marche. » Fait que ça, cette partie-là, c'est beaucoup avec elle que j'ai la travail. Mais pour les finances, il y a d'autres personnes qui m'aident, qui ont déjà fait des parcours en financement, qui ont été levés de l'argent. Puis, tu sais, pour les ressources humaines, c'est d'autres personnes. Fait que je pense que maintenant, c'est plus un réseau que des mentors. Mais ça fait vraiment la différence, là. Comme, tu sais, particulièrement au moment où on a dû prendre la décision difficile de laisser l'ancienne compagnie puis de repartir au MI, ça a été crucial. Je pense que si j'aurais pas eu cette conversation-là, c'est comme ça n'aurait pas été la même histoire, là. Mais à chaque moment de notre parcours, c'est comme je vois ça comme un escalier, puis on monte des paliers, puis à chaque fois que tu montes un palier, c'est rough, puis il faut que tu aies des ressources, puis des personnes qui vont être capables, qui l'ont déjà fait, puis qui vont être capables de t'aider à juste réfléchir puis à y penser. Donc, on s'entoure beaucoup, puis ça, c'est une très grande force, je pense, qu'on a, Rachel et moi. On sait qu'on ne sait pas tout, puis on veut apprendre, puis on veut s'améliorer. Donc, on est souvent à la recherche des critiques constructives, puis d'aide, des conseils. Et
moi, je pense que les meilleurs mentors que j'ai pu aller chercher, entre autres, je pense au Chief Innovation de Care/of, qui était la plus grosse compagnie de vitamines sur mesure aux États-Unis. Ces mentors-là, j'ai été les chercher par LinkedIn. J'écrivais aux gens, puis j'étais comme « Hey, j'aurais besoin d'aide, j'aimerais ça, comme avoir un peu de mentorat. » Puis c'est fou comment des fois, des gens qui nous paraissent totalement inaccessibles, genre des giga grosses compagnies, ben, au final, ils ont le goût d'aider aussi. Donc, d'avoir ce soutien-là, ça peut nous éviter de faire des erreurs. Tu sais, justement, cette personne-là, j'ai plusieurs mentors, mais cette personne-là nous a permis, lorsqu'on est rentré en B2B, on est rentré dans 450 points de vente, de vraiment réfléchir à notre offre de produits, s'assurer d'éviter de faire des erreurs que lui avait vécues. Donc, le mentorat, ce qui est beau, c'est qu'on va chercher quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, puis on évite de répliquer les erreurs. Donc, c'est vraiment ça, je trouve, que ça nous apporte. Puis dans notre posture aussi, au niveau de notre confiance en nous, dans notre rôle. Donc, Puis au niveau de votre famille, tu as dit, Andrea, ton père était en affaires. Est-ce que vous avez un background entrepreneurial qui est fort, toi, Rachel? Est-ce que tes parents étaient en affaires à leur compte? Cette fibre-là de quand même étudier en chimie, comme tu as fait, puis dire, hey, moi, je vais me partir à mon compte, mais on dirait que c'est deux types de personnalités qu'on ne voit pas souvent. Oui, mais c'est drôle parce que j'avais pas d'entrepreneur particulièrement autour de moi. Puis même quand on a lancé l'entreprise, pour moi, c'était un projet. Genre, avant que je dise « Hey, ma carrière, ça va être une entrepreneur », pour moi, c'était un projet. Je voulais changer la façon que les choses étaient faites. Pour moi, je voyais un problème puis je voulais apporter une solution. Mais c'était pas « je voulais être une entrepreneur ». C'est ça qui est j'avais pas une compréhension vraiment qu'on pouvait vivre d'être un entrepreneur. Que c'était juste ma passion qui parlait puis que ça s'exprimait par des projets entrepreneuriaux. Puis moi, à la base, j'étais censée faire mon doctorat. J'ai fini ma maîtrise, mais je pensais faire mon doctorat. Puis dans ma tête, le projet allait continuer pendant mes études. Mais à un moment donné, je me suis dit, hey, mais je suis peut-être une entrepreneur, dans le fond. Fait que, tu sais, ça a pris un certain temps avant de faire l'association parce qu'il n'y avait pas tant d'entrepreneurs autour de moi. Mais c'est à quel moment que tu l'as réalisé? Je pense que ça s'est fait suite à notre passage à l'émission Dans l'œil du dragon, que là, je me suis dit, oh my God, de qui on peut vraiment générer comme des ventes au point qu'à un moment donné, on est capable de se payer avec ça. Là. Fait que la connexion s'est faite plus tard quand on a commencé à avoir un petit peu plus de succès. Puis j'étais là, OK, finalement, il y a moyen que je vive de ça. Comment tu l'imaginais, toi? Parce que c'est intéressant. Tu te dis, OK, je n'étais pas sûre que je pouvais vivre de ça. Mais bon, OK, toi, tu avais un projet, tu voulais changer les choses. Puis après, tu n'avais pas pensé, mettons, plus loin à qu'est-ce tu sais, ça allait quoi être le quotidien? Ça allait... Ben, pour moi, c'était je voulais aider les gens. C'était très... je voulais créer des produits qui allaient aider les gens. Puis je savais pas si ça allait devenir gros, petit. La vision, c'était que ça devienne gros. Mais tu te dis, c'est quoi les chances que ça arrive? Des fois, tu te lances en affaires. On lançait quelque chose de tellement nouveau. Je veux dire, il n'y a personne qui faisait ça. Donc, les chances que ça marche... Fait que pour moi, c'était un projet tant que ça allait pas devenir comme concret, qu'on allait être en mesure de générer des revenus suffisants pour en vivre. Puis je me rappelle, moi, j'étais en résidence étudiante. Originairement, je suis de Montréal. On vivait très... sobrement, là. On mangeait... Scrap-dîner, on en a mangé beaucoup. Fait que, tu sais, ça restait comme un projet jusqu'à temps que ça ne le soit plus, puis que là, je réalise à quel point j'aimais l'entrepreneuriat, puis j'aimais être une entrepreneur, puis en réalité, c'était pas juste trouver des solutions, c'était plus grand que ça, là, donc... c'est cool. Puis toi, Andrea, tu dis que tu travaillais chez Revenu Québec avant? Oui. Dans ma tête, il n'y a pas plus extrême que l'entrepreneuriat que Revenu Québec. Puis c'est à quel moment que tu as dit, OK, là, il faut que je me consacre temps plein à l'entreprise? Comment le saut s'est fait? Ça a pris 3 ans. Puis en fait, moi, j'ai fait une technique en gestion des commerces. Puis je voulais travailler dans des banques. J'ai été travailler à la Banque Scotia. J'avais détesté ça. Puis après ça, j'ai trouvé un emploi au service à la clientèle à Revenu Québec. Fait que j'ai commencé comme ça pour payer mes études parce que moi non plus, là, comme on vivait quand même très modestement. Puis à Revenu Québec, dans le fond, j'ai commencé au service à la clientèle, mais en 5 ans, j'ai eu 5 promotions parce que à chaque fois, j'essayais d'améliorer un peu la façon dont les choses étaient faites. Puis à un moment donné, là, j'ai amélioré, puis là, j'avais une promotion. Puis à la fin, à la 5e année, j'ai géré des projets. En fait, j'ai travaillé dans la gestion de projets, de tous les projets organisationnels. Donc, c'est 100 millions de dollars en investissement, en ressources informationnelles. Donc, j'avais quand même une belle montée de compétences. Puis je pense que la gestion de projet, c'est la vie aussi. On gère des projets. Notre vie, c'est un projet. Notre famille, c'est un projet. Donc, ça m'a quand même permis d'avoir des compétences qui sont importantes pour l'entrepreneuriat. Puis, j'ai travaillé à Revenu Québec 3 ans après même qu'on se soit lancé parce que l'argent
que j'avais, c'était pour investir dans la compagnie. Puis ça a pris 3 ans et demi avant qu'on se paye. Moi, j'habitais chez ma mère. Puis, comme, tu sais, j'ai été plus de temps chez Rachel ou résidence dans les salles de travail d'études de l'Université Laval. On passait nos soirées dans les salles d'études. À un moment donné, ils nous ont envoyé la police à la salle d'études parce que j'étais avec ma mère en train de faire des tests de crème. Puis là, il y a un policier qui se pointe puis qui dit on nous a dit que vous étiez en train de faire de la coke. Tu sais, ma mère puis moi, on parle espagnol. Puis on est les deux latinos. Puis là, on était comme, oh my God. Puis là, ma mère était là, monsieur, mais si vous voulez essayer. J'étais comme, oh my God, non. Mais fait que c'est juste pour dire à quel point on passait du temps dans les résidences à l'Université Laval, puis on travaillait tout le temps. Puis c'est quand ça a commencé à générer assez de revenus, puis qu'on s'est dit, OK, bien là, on est capable de s'investir à 100% dans la compagnie. Fait qu'après 3 ans, j'ai quitté mon emploi, puis ça a été quand même une grosse décision. Là, ma mère était en pleurs. Elle ne comprenait pas que j'ai décidé de lâcher un emploi avec une sécurité pour m'en aller en entrepreneuriat. Puis là, elle me dit, Andrea, mais ton père t'a pas appris, là, tu sais, parce que mon père, il y a eu des compagnies, puis ça n'a pas été facile non plus. Fait qu'il était comme totalement découragé. Puis là aussi, les mentorats, il est important parce que souvent, notre famille puis les gens qui nous aiment ont peur pour nous. Et là, je me suis rendu compte que c'est pas à ma mère que j'allais parler de mes problèmes parce qu'elle allait totalement me dire « Mais t'es folle, arrête! » Fait que c'est là où il faut qu'on s'entoure des bonnes personnes. Ah, c'est clair. Puis là, tu sais, c'est ça, ton père, lui, était en entrepreneuriat, il a eu ses difficultés et tout. Toi, est-ce que plus jeune, tu t'imaginais « Moi, un jour, je vais être entrepreneur? » Est-ce que, ou comme si pour toi, c'était un projet, tu avais une vision, puis c'était la vision à tout prix, puis non, mais par défaut, tu es devenu entrepreneur? Mais justement, je voulais pas être entrepreneur à cause de mon père. Parce que mon père, dans le fond, il avait, tu sais, ça allait quand même bien, ses compagnies, mais il travaillait, il faisait des logiciels pour les gouvernements, puis il avait même de la difficulté à se payer, même si c'était le gouvernement. Fait que, puis c'est ça qui m'a... Puis il travaillait tout le temps, mon père. Puis je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est quoi cette vie-là? Genre, j'ai pas envie d'être ça. Fait que moi, je suis arrivée ici au Québec avec la vision que j'avais aucune envie de devenir entrepreneur. Puis c'est en étant ici que je me suis rendu compte qu'il y avait des opportunités. Tu sais, l'entrepreneuriat, il y avait beaucoup de des promotions des jeunes entrepreneurs. Puis, valoriser. J'ai vu que les femmes aussi, on pouvait davantage dire puis faire ce qu'on a envie de faire. Chez nous, c'est pas le cas, là. Ma mère, elle a toujours travaillé pour mon père ou était à la maison. Puis ses amis à ma mère qui ont gradué d'administration des affaires en Colombie, ils travaillaient pour mon père. Okay. Fait que c'était tout le temps comme tout était beaucoup dépendant des hommes, malheureusement. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Puis fait que moi, ça a été comme un changement radical quand même des cultures puis des visions de ce qu'on peut faire en tant que femme puis en tant qu'entrepreneur, puis avec toutes les aides. Puis je me suis dit, mais c'est peut-être une opportunité. Puis c'est en voyant que ça ne fonctionnait pas, mon emploi chez L'Oréal, c'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas l'essayer? C'est pas, je ne suis plus en Colombie et je peux maintenant faire ce que je veux, puis je vais l'essayer. J'ai rien à perdre. Tu disais que tu étais à l'Université Laval avec ta mère, puis parler en espagnol, à manipuler des substances, puis la police s'est pointée. On entend des fois parler de racisme, de choses comme ça. Est-ce que être entrepreneur, bon, c'est très difficile. Être une femme en affaires, c'est difficile aussi. Tu es immigrante. Est-ce que pour toi, ça a été une barrière de plus à l'entrepreneuriat? Est-ce que des fois, tu penses que tu as eu du rejet à cause de ça ou tu penses que c'est vraiment bien accepté, je peux dire? Je pense au début, peut-être plus une réticence à la confiance parce que c'est... Moi, j'ai appris la langue en étant ici à 17 ans, donc c'est pas ma langue maternelle. T'as immigré, t'avais quel âge? 17 ans. Donc, j'ai parlais pas un mot français. Donc, quand j'ai fait moi, j'ai refait mon secondaire 5 pour apprendre la langue, puis avec mon dictionnaire, puis j'ai pas eu de soutien en francisation. Puis après ça, j'ai été au cégep, puis je parlais pas plus français. Fait que, tu sais, je m'efforçais pour apprendre au fur et à mesure que j'ai fait mes études. Donc, c'est sûr que mais j'ai encore un accent, mais j'avais un accent qui était assez prononcé. Donc, des fois, la confiance que tu donnes à une personne qui ne s'exprime pas à 100% parfaitement, bien, ça faisait quand même une barrière au niveau de comment les gens pouvaient me percevoir. Mais je pense que l'effet de vouloir puis d'avoir une vision qui était claire, puis là, pour moi, j'avais comme pas de...
je me disais, faut que je l'essaye, puis, tu sais, j'ai rien à perdre. Fait que moi, j'ai appris les couleurs, puis j'ai appris les mots en les disant, puis en me faisant corriger. Puis je me souviens, à un moment donné, au secondaire, je voulais aller boire, puis j'ai dit ça à ma prof. J'étais dans mon dictionnaire, puis j'ai trouvé les mots, puis j'ai dit ça à la prof, je veux aller voir. Puis là, elle me disait, mais tu veux voir quoi, Andrea? Puis j'étais comme, non, je veux voir. Puis là, elle me disait, mais qu'est-ce que tu veux voir? Puis non, je veux boire. Fait que c'est avec des signes que je me suis fait comprendre. Puis ça a juste comme enlevé une barrière des gènes de dire j'ai besoin d'aide. Fait que ça faisait en sorte que j'osais quand même d'aller voir les gens, même si j'avais pas de l'air 100% en contrôle. Puis les gens, souvent, moi, j'ai dit souvent que mon superpower, c'était mon sourire. Fait que les gens, souvent, quand ils me voyaient sourire, puis ils voulaient full que je voulais, mais là, ils voulaient full m'aider aussi. Ouais. Fait que ça a comme enlevé un peu cette barrière-là. Puis rapidement, à cause des concours, puis du réseau qu'on a commencé à bâtir à l'Université Laval, mais ça nous a donné un peu plus de crédibilité. Ça l'a aidé. Aujourd'hui, je ne ressens pas ça, mais au début, oui, à certains moments, je l'ai senti. Je trouve ça vraiment beau que ça t'a enlevé justement cette gêne-là, parce que, tu sais, les gens souvent sont beaucoup dans l'ego, tu sais. Ils vont avoir peur de demander de l'aide ou ils vont avoir peur que les gens les aident ou qu'ils se fassent critiquer et tout ça. Puis, tu sais, clairement, là, dans votre recherche de mentorat puis tout ça, ça vous a beaucoup aidé ou, tu sais, c'est pas grave, je vais me faire dire non. Je me suis déjà fait dire non plusieurs fois dans ma vie. En même temps, avec le sourire, c'est sûr que ça aide. Oui, ça aide beaucoup. Puis là, les deux, bon, vous travaillez ensemble, vous avez chacun vos domaines d'expertise. Vous n'étiez pas des amis à la base qui ont parti un projet, vous vous êtes rencontrés. Est-ce que maintenant, vous êtes des amis? Est-ce que vous vous côtoyez en dehors du travail? Oui, mais oui, en fait, tu sais, je pense que c'est important d'avoir une très belle relation, là, puis, tu sais, on vit des défis communs aussi avec nos enfants, fait qu'on se comprend bien dans c'est drôle parce que avec désolée, je l'appelle Rachel, mais on s'est toujours un peu suivis dans notre vie. On a acheté une maison la même année, on a eu des enfants une année d'écart. Fait que ça fait en sorte que ça fait une belle complicité parce qu'on vit les mêmes choses puis on partage des défis qui sont les nôtres. Fait que ça... Puis, tu sais, je pense que c'est important malgré les faits que c'est pas toujours rose, c'est d'être capable de se parler et de se dire des choses. Fait que quand on a des défis, souvent, on aime ça, les whiteboards. Fait qu'on dit, OK, mais c'est quoi la situation? C'est quoi les pour et les contre? Puis à la fin de la journée, on prend la décision ensemble. Puis ça, c'est super important. Absolument. On essaye le plus possible de se voir aussi en dehors du travail, mais je pense qu'en ce moment, avec les enfants, ça rajoute aussi un petit défi supplémentaire. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on a toujours du plaisir ensemble. Faites-vous des dates, amis, on va prendre un verre, on essaie de pas parler de travail ou... Et on n'est pas bonne pour ça. Avant, oui. Avant, Andrea et moi, on sortait, genre, on allait danser. On allait au DAG. Là, on est un petit peu moins dans le vibe dernièrement. On danse avec nos bébés. Avec les enfants plus jeunes, ben là, c'est sûr. Oui, mais je pense que ce côté-là, on va le chercher aussi différemment. On aime ça se commander des sushis. Dernièrement, c'est notre gros trip. Mais ça dépend. Je pense qu'on et de la pizza Salvatore aussi. Vous essayerez le mac and cheese pour réfléchir de top là. Oui. Puis les enfants, là, moi, mes enfants ne veulent que commander du top là. Je dis, hey, on se commande du resto, voulez-vous du poulet, des sushis, j'essaie de diversifier. Là, c'est comme, non, mac and cheese top là. Puis là, ma plus vieille a dit, avec le gratiné. Je vais essayer ça. Ouais, menu pour enfants. Les enfants, ils aiment ça. Ils adorent. C'est toujours gagnant. Puis là, la maternité en affaires, c'est... T'as pas encore connu ça, toi, mais c'est... Tu sais, vous êtes en grosse croissance depuis le début. Vous avez toujours été en croissance, fait que vous êtes habitué dans l'inconfort aussi. Mais comment ça a été de se dire... est-ce que ça a été une décision que vous avez prise de se dire OK, là, ça serait le moment d'avoir des enfants ou c'est juste... comment c'est arrivé? C'est vrai qu'il y avait une réflexion sur le timing. Je pense qu'au début, quand on a parti l'entreprise, je veux dire, on faisait quasiment des nuits blanches. Je me rappelle encore de beaucoup de choses que ça aurait été très, très dur de concilier travail et famille à ce moment-là. Avec la levée de financement, on a eu des bonnes réflexions. À ce moment-là, on s'est senti mieux soutenus aussi par notre équipe de direction qui nous entourait. Donc, on sentait qu'on aurait un petit peu plus de flexibilité aussi sur le plan personnel. Donc, c'est des discussions qu'on avait eues ensemble à maintes reprises avant que ça arrive. Puis je pense que, vu qu'Andrea, tu as été la première, je vais te laisser la balle. Bien, je te dirais que ça a été quand même rough. Ouais. Parce que moi, j'ai été enceinte pendant qu'on allait chercher le financement aussi. Puis, on a eu le financement.
mettons, en décembre. Puis moi, j'ai accouché en août, puis on a eu le financement en décembre. Fait que c'est 3 mois plus tard. Fait que c'est pas... Il n'y a pas eu de répit là, pendant cette étape-là. C'est quand même assez intense, une due deal en VC, en Venture Capital. Fait que ça a été quand même assez intense. Vraiment pas facile. Moi, ça a été l'année où j'ai accouché, puis on a eu le financement, ça a été la plus difficile année de ma vie. Genre, c'est facile pour moi de le dire. Ça a été extrêmement difficile parce que là, tu as tous les changements. Autant tu as de l'argent à investir, mais tu as toute la pression des croissances, des performances. Tu as 2 nouveaux bébés. Toi, tu fais des jumeaux ou des moi, jumelles? j'ai des jumelles des 2 ans. Moi, j'avais un bébé qui a été malade 5 mois. Fait que c'est comme... Tu as un bébé à l'hôpital, puis là, tu as de l'argent, puis là, tu as des nouveaux employés, puis il faut que tu embauches des gens qui sont plus compétents que toi pour t'aider, mais en même temps, ces gens-là, ils arrivent avec une énorme pression de performance parce que tu veux être là, puis tu veux qu'ils te soulèvent comme gestionnaire, mais en même temps, il faut que tu développes tes compétences. Donc, ça a été assez turbulent, je te dirais, mais je pense que ça nous apprend, puis comme... Moi, je vois que chaque moment difficile dans la vie nous apprend davantage à être des meilleures personnes puis à être des meilleurs entrepreneurs. Puis, fait que c'est quelque chose, mais on y arrive. Là. Puis là, je commence à sortir la tête de l'eau. Les filles commencent à être un petit peu plus autonomes. Mais la première année et demie, là, pour moi, ça a été catastrophique. En plus, 2 bébés, c'est comme c'est déjà un gros défi. Quand t'as jamais fait ça, c'est ton premier enfant, 2 en même temps. Et Andrea a pris juste 5 semaines de congé de maternité. Ben ça, j'allais dire, donner tu l'idée, fais là. un congé, tu sais ça, tu es quand... Puis, tu sais, je l'ai passé à l'hôpital. Puis après ça, mon bébé était encore à l'hôpital. Fait que c'était vraiment pas évident. Puis, mais est-ce que j'aurais fait ça différemment? Peut-être. Peut-être que j'aurais Qu'est-ce que tu aurais fait de différemment? Tu peux pas décider de... pousser un petit peu le projet bébé ou... Non, je pense pas. Je pense que c'est juste que des fois, on profite pas du moment présent. Puis, tu sais, j'ai l'impression que ça s'est tellement passé vite, là. Tu sais, l'argent, je me souviens pas d'avoir pris mes 2 bébés à peau puis d'avoir passé une journée complète, mettons, avec eux. C'est des choses, c'est des moments qui reviendront pas. Puis moi, je veux plus de bébé, là. Genre, j'ai ma dose. Fait que c'est sûr que des fois, on profite pas assez de chaque moment. Puis autant au début, de prendre le temps de faire une chose sans devoir penser à des millions de choses. Puis c'est ça, c'est souvent, on s'oublie. Moi, je me suis totalement oubliée comme femme. J'ai pris 40 livres. Mais tu sais, d'un côté, tu t'oublies, mais c'est même pas un oubli, c'est juste que tu n'as pas le choix, je pense. Tu as des nouveaux-nés à t'occuper, tu as une entreprise à t'occuper. J'imagine, dès que tu as une minute, tu checkes ton courriel, ça a-tu, c'est fou. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose. Puis je pense qu'on est très contente là, de comment ça s'est fait, puis de ce qu'on a construit, parce que ces financements-là, il a été essentiel pour la croissance puis les soutiens d'OMI. Fait qu'on en est là. Puis toi, Rachel, tu avais vu Andrea vivre cette situation-là. Tout ça, est-ce que ça t'a permis de, je veux dire, mieux te préparer? Puis je ne veux pas dire que tu étais mal préparée. Moi, ma première fille, moi, j'avais l'exemple de mes belles-sœurs, mais j'ai 3 frères plus vieux, donc mes belles-sœurs étaient à la maison, puis c'était le fun, c'est tout ça. Fait que moi, j'étais comme, ça va être le fun, tout ça. Mais j'avais jamais pensé embaucher quelqu'un pour me remplacer. Moi, je disais, je vais le faire quand ils vont dormir ou, ça va être ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile de passer de 0 à 1 enfant que de 1 à 2, puis que de 2 à 3. Puis, mes enfants ont en super bonne santé dès la naissance, ça a bien été, ils dormaient bien. Mais c'est rough, là, de, changer toi en tant que personne, tu n'as plus juste toi à t'occuper. Puis, tu as l'entreprise qui roule encore, que tu dois encore t'investir. Toi, tu as vu, Andrea, au travers de ça, est-ce que ça t'a permis d'ajuster un peu ton tir? Il y a certaines choses que j'ai fait en considération de l'expérience Andrea, entre autres. Je me suis dit, il faut que j'aille une gardienne à la maison pour avoir ma paix d'esprit. Ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Honnêtement, je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, mais quand on prend, dans le cas d'Andrea, 5 semaines, moi 7 semaines de congé de maternité, après ça, le beat, il reprend, puis tu veux pas avoir de culpabilité, de pas être là, etc. Fait que ça, pour moi, ça a été ma façon de vivre ça sereinement. Puis aussi, les 2, on est très choyés. On a des conjoints qui ont pris le congé en grande partie. Moi, mon conjoint qui est entrepreneur aussi, mais dans un domaine saisonnier. Fait que l'hiver,
pas mal moins occupés. Fait qu'ils pouvaient beaucoup m'aider aussi. On a essayé de timer pour que ça fonctionne. Donc, tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là non plus. Fait qu'il y a eu beaucoup de choses de mon côté qui ont facilité. Mais la meilleure décision que j'ai prise, c'était d'avoir quelqu'un pour m'aider à la maison parce que je mettais pas toute la pression non plus sur mon conjoint. Ça a le fait que ma relation est très solide. Prendre soin de ta relation aussi. C'est ça. Ça nous permettait d'avoir du temps ensemble malgré tout. Après, c'est sûr que moi, j'ai pas vécu... deux, c'est pas pareil comme un. Puis j'ai pas vécu aussi un enfant qui était malade. Fait que dès le départ, j'ai pu quand même profiter du temps avec ma fille. Les 7 semaines que j'ai eues, je les ai savourées et appréciées. Fait que c'est sûr que l'expérience n'a pas été la même. Puis, tu sais, d'avoir 2 enfants en jeune âge, c'est quand même une complexité niveau logistique. Beaucoup, ça se gère mieux. Comme moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'amener dans mes voyages d'affaires avec mon chum, souvent qui est en congé. Fait qu'il disait, je vais venir moi aussi. Fait que, tu sais, j'ai eu cette chance-là, puis je le souhaite à tout entrepreneur d'être bien entouré, puis de se faire un plan de match qui lui convient puis qui lui ressemble quand on a la chance de le faire. Toi, est-ce que tu aimerais ça en avoir d'autres, des enfants? Oui, mais j'ai beaucoup gardé quand j'étais jeune. Je pense de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans, je gardais vraiment beaucoup. Puis, de mon expérience de gardiennage, quand il y avait un bon écart d'âge, je trouvais que ça se gérait mieux. Fait que je me suis dit, c'est ça que je me souhaite. C'est ça le plan. Fait que le plan, c'est d'avoir un bon écart pour simplifier, pas avoir 2 toddlers en même temps. Puis en voyagement aussi, si je veux continuer à voyager, même en voyage d'affaires avec mes enfants, mais le fait qu'il y ait un écart d'âge, je pense que ça se plus facile à gère mieux. Mais encore une fois, tu sais, ça, c'est le plan. Ça peut changer. Ouais, c'est ça. Puis comment vous gérez maintenant en étant mère, en affaires, votre balance? Est-ce que vous êtes capable de rentrer pour le souper, d'aller porter les enfants le matin? Est-ce que vous avez un équilibre que vous trouvez qui est atteint? Mais j'ai une bonne question. Je pense pas qu'il y a un équilibre parfait. Là. Je pense qu'on doit faire des compromis. Puis, mettons, moi, avec mon conjoint, on s'est fait un peu un horaire. Fait que lui... des fois, on a des événements les soirs. Fait que moi, je m'absente maximum 2 soirs par semaine. Sinon, j'essaie d'être là 3 soirs avec les enfants pour les souper. Puis, je vais les porter à tous les matins. Je viens d'aller les porter, justement. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais j'ai réussi quand même à trouver du temps pour moi. J'ai les couches à 8 heures. Puis là, je m'en vais m'entraîner jusqu'à 9h30. Après ça, là, je rentre chez nous. Je peux me coucher. Je suis tranquille. Mais c'est sûr qu'en ce moment, surtout avec... les contextes macroéconomiques, l'économie, les coûts d'acquisition qui montent, il y a quand même beaucoup de pression puis beaucoup de stratégies de mitigation. Fait qu'il y a énormément de travail. La compagnie est en croissance. Donc, c'est beaucoup de gestion. Donc, ça fait que nos horaires sont assez chargés. C'est pas... ça serait de mentir qu'on fait 40 heures par semaine. Là. C'est beaucoup plus que ça. Mais je pense que c'est juste de s'écouter là-dedans puis d'essayer de prioriser quand même certaines choses puis d'avoir une bonne entente avec la personne qu'on est à la maison. Là, mon conjoint, il est extraordinaire. Lui, il a pris aussi les congés de paternité. Il est dans quel domaine? Il est dans le domaine... il est électricien, mais il travaille en électronique. OK. Donc, il est dans une grosse boîte. Il a un emploi stable. Lui, il finit, il va chercher les enfants, il s'occupe du souper. Fait que non, moi, je pense que c'est de trouver un bon équilibre et d'avoir une bonne communication, autant avec mon conjoint qu'avec Rachel, parce que c'est aussi ma conjointe. Là, oui, d'une certaine manière. Un mariage à 3. Oui. Au début, nos chums étaient jaloux de notre relation. Genre, c'est vraiment spécial. Puis toi aussi, l'équilibre, ça se passe bien, Rachel? Oui, l'équilibre, ça se passe bien. Cette année, j'ai fait un changement dans notre horaire, justement, pour que moi, je commence plus tôt. Puis, tu sais, qu'on essaye vraiment de jumeler les 2 horaires pour pouvoir avoir un beau moment ensemble le soir en famille, puis que je recommence à travailler une fois que la petite est couchée. Fait que, tu sais, des fois, c'est de trouver une façon de faire qui nous permet d'avoir des temps de qualité ensemble puis de profiter de ces temps-là. Puis des fois, c'est ça, c'est de faire des petits ajustements, puis beaucoup d'entraide avec le conjoint. Là, je veux dire, mon chum, il est exceptionnel pour justement allier ça. Fait que, tu sais, c'est tellement important d'être bien entouré puis d'avoir une bonne relation, surtout dans des situations où est-ce qu'on est en affaires. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il y a dans les cartes pour vous, pour le futur? Est-ce que, tu sais, là, vous travaillez beaucoup, vous êtes en expansion et tout ça. Comment est-ce que vous voyez ça? Vous voulez faire des acquisitions? Vous voyez-vous comme des multi-entrepreneurs? Avez-vous d'autres projets? Moi, je fais attention de ne pas avoir trop de projets. Juste mon 7 semaines de congé de maternité, mon cerveau, il se mettait à trop tourner. Oui. J'étais comme, je pourrais faire ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, on focus vraiment sur OMI Laboratoire. C'est vraiment... Comme on a tellement de choses qu'on peut faire avec OMI. Nos ambitions sont extrêmement grandes avec cette belle entreprise-là.
qu'on focus, que ce soit sur de l'expansion géographique, de différents types d'expansion qui nous permettent de continuer à faire croître l'entreprise. Je pense qu'Andrea et moi, on est des entrepreneurs dans l'âme. Fait que dès qu'on a un ami, quelqu'un qui nous écrit puis qui dit « Ah, j'ai un projet », on aime tellement ça, monter des plans d'affaires, challenger, regarder c'est quoi les options. Tu sais, c'est en dedans de nous. Fait que je pense que toute notre vie, on va être entrepreneur. Là. Je parle un peu pour toi, là, mais ça fait partie de notre personnalité. Là. Est-ce que vous voyez comme des mentors aujourd'hui, justement, pour d'autres entrepreneurs ou de votre entourage qui eux, veulent aussi se partir des projets? Oui, mais on le fait beaucoup quand même. Mais je vois ça plus. Moi, je trouve ça tellement comme les fun à faire. Ouais. Fait que c'est passionnant et c'est valorisant aussi de pouvoir partager ton expérience. Donc, c'est sûr que oui, on a des entrepreneurs qui nous écrivent, puis ça nous fait plaisir toujours, dans la mesure du possible, d'accorder du temps. Fait que je pense que c'est important. Nous, on s'est fait aider, puis ça nous a énormément permis d'avancer. Fait que c'est de redonner aussi. Fait qu'on le fait du mieux qu'on peut. Puis là, vous avez rentré dans à peu près toutes les pharmacies du Québec dernièrement. Est-ce que vous pensez que vous vendez en ligne aussi beaucoup? Est-ce que votre canal principal de vente, c'est votre vente en ligne ou c'est rendu les pharmacies? Non, c'est la vente en ligne. OK. Ça reste 70 de notre chiffre d'affaires, c'est du web. Donc, puis c'est aussi c'est qu'il y a les plus de scalabilité pour la prochaine année au minimum. Donc, c'est beaucoup là-dessus aussi. Mais c'est sûr qu'on se concentre sur les deux, on donne de l'amour aux deux, mais en ce moment, c'est plus important les B2. Parce que la relation avec le client est différente quand même, parce que Oui. justement, quand vous faites la vente en ligne, vous pouvez vraiment analyser la peau puis offrir un produit qui est 100% personnalisé. En pharmacie, si je ne me trompe pas, c'est aussi personnalisé, mais c'est quelques options quand même. C'est pas toute la variété de vos produits que vous pouvez offrir. En pharmacie, on ne va pas retrouver les soins personnalisés. On va avoir des variantes qui vont répondre aux grands besoins traditionnels. Par contre, pour se procurer un soin personnalisé, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Il y a effectivement l'intelligence artificielle en ligne. On a aussi un service de consultation téléphonique et vidéoconférence avec nos experts de la peau qui sont connectés avec le laboratoire. Ah, ouais. Honnêtement, si C'est quelqu'un a une vraiment peau compliquée, je vous dis, là, c'est un service exceptionnel, c'est à essayer, puis ou même juste faire évoluer la formule, c'est top. Et maintenant, on a aussi plus de 2000 cosméticiennes dans le réseau, des gens coutus qui ont été formés pour conseiller des soins sur mesure, donc qui ont des fiches et qui ont tout un kit pour pouvoir conseiller le bon soin personnalisé, que ce soit au niveau de la texture, de l'odeur, des ingrédients, parce qu'on a plus de crèmes chez Omi qui existent dans tous ces forats. Pour vous donner une idée, là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, elles sont en mesure de faire l'analyse pour créer la bonne formule, puis ensuite, elles vont donner un code qui permet d'acheter en ligne. Donc, ça, c'est une façon assez innovante d'offrir la personnalisation. Mais effectivement, en pharmacie, la majorité de ce qui se vend, c'est nos soins non personnalisés, qui sont généralement des soins complémentaires à nos soins perso. C'est vraiment hot. Puis c'est quoi vos... Est-ce que vous vendez à l'extérieur du pays présentement en ligne? Oui, on vend, dans le fond, en ce moment, on vend partout au Canada et aux États-Unis. OK. Ça reste que le Canada, c'est notre marché le plus important, puis ça ne changera pas cette année. Là. L'objectif, c'est que ça évolue puis qu'on soit capable d'exporter énormément. Par contre, avec les contextes, on ne sait pas ce qui va se passer. Fait qu'on a bien hâte de voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. Mais oui, c'est déjà depuis 2020, en fait, on exporte aux États-Unis. C'est vraiment le fun. Ouais. C'est vraiment le fun, les filles, de vous entendre. Puis pour terminer, j'ai une question pour chacune d'entre vous. Là. Mettons, Rachel, si tu avais à faire une chose de différente de ton parcours, ça serait quoi? Puis souvent, les entrepreneurs, chaque échec est un tremplin pour l'avenir. Puis, mais s'il y avait une chose que tu aurais pu faire différemment, concrètement, dans ton parcours, ça serait quoi? Mais je pense que des fois, on a peur, on a un instinct qui nous dit de prendre une décision, puis on étire l'élastique le plus loin possible pour prendre la décision et on perd beaucoup de temps et des fois, on perd beaucoup d'argent. Je pense que de se faire plus confiance, puis de faire plus confiance à nos valeurs, puis de prendre des décisions plus rapides, même si ça fait peur sur le coup, je crois que ce serait ce que j'aurais voulu faire plus souvent dans le passé, puis que je veux continuer à plus appliquer dans mes décisions parce que plus on étire l'élastique, plus il y a de l'eau qui coule, puis qu'on ne sera jamais capable d'aller la rechercher. Surtout dans une période de croissance, les décisions, il faut qu'ils soient rapides. Puis je pense qu'on est des gens qui veulent donner beaucoup la chance, puis que ce soit avec des humains, mais avec des fournisseurs. Oui, c'est ça. Ça peut être toutes sortes de choses. Là, ça peut être des projets aussi. Mais à un moment donné, il faut vraiment couper au bon moment. Mettre le focus, oui. Ouais. Puis toi, Andrea? Je pense que ça revient quand même un peu à ce que Rachel a dit. Fait que de plus m'écouter, puis de
d'être capable d'être plus factuel puis de dire, OK, non, c'est là qu'on s'en va. Souvent, moi, je vais être beaucoup dans le compromis puis dans vouloir que tout le monde soit bien. Puis ça, c'est ma force, mais c'est aussi ma faiblesse. Donc, d'être plus tranchante des fois. Puis je pense que cette année, si je me suis donné les rôles d'être beaucoup plus claire dans ce que je veux faire, puis c'est quoi que j'ai dois prendre comme décision. Donc, c'est challengeant pour moi d'être très sévère. Je suis moins rouge que mon père, mettons. Mais je pense que c'est ça que je me souhaite pour 2025, puis c'est sur ça que je travaille, puis que je veux faire différemment. Merci beaucoup, les filles. C'est vraiment intéressant de parler avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir Félicitations. accepté l'invitation. Merci. Je sais pas pour ta part, Élise, mais moi, j'étais impressionnée, flabbergastée de les entendre. Et surtout, Andrea, qui est arrivée au Québec à 17 ans. Incroyable. J'étais sûre qu'elle était née ici de parents immigrants, mais c'est incroyable d'avoir appris le français, de le maîtriser comme ça, de partir en entreprise, tout ce qu'elle a fait. Avec Rachel, c'est vraiment impressionnant. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus sur les entrepreneurs d'ici.